Je vais vous lire l'acte de fondation des Hospices de Beaune, 4 août 1443. Je, Nicolas Rolin, citoyen d'Autun, seigneur d'Autun du diocèse de Besançon et chancelier de Bourgogne. Aujourd'hui, dimanche 4e du mois d'août, l'an de notre Seigneur 1443, délaissant toute affection et sollicitude des choses mondaines, et tournant ma pensée à ce qui concerne mon propre salut, désirant, par un bienheureux commerce, faire échange des biens temporels qui m'ont été élargis par la bonté divine avec les célestes, et laisser ce qui est transitoire pour jouir des biens éternels, par le pouvoir, autorité et agréable consentement du Saint-Siège apostolique, selon qu'il appert plus amplement par les bulles ci-après insérées, en reconnaissance des grâces et biens qui m'ont été conférés par la majesté divine de laquelle tout bien procède, dès maintenant et à perpétuité, j'érige et fais construire et bâtir avec dotation un hôpital en la ville de Beaune du diocèse d'Autun, pour la réception, usage et habitation des pauvres malades, avec une chapelle à l'honneur de Dieu Tout-Puissant et de sa très glorieuse Mère Vierge Marie, en révérence et mémoire de saint Antoine abbé et sous son nom, des propres biens qui m'ont été donnés par la même bonté et puissance divine, ainsi que s'ensuit. Je viens de vous lire l'acte de fondation de l'Hôtel-Dieu de Beaune, daté du 4 août 1443 et dicté par Nicolas Rolin. J'y reviendrai tout à l'heure. L'État bourguignon a brillé en Europe au XIVe et XVe siècle. De l'avènement de Philippe le Hardi en 1363 à la mort de Charles le Téméraire en 1477, 4 ducs se sont succédés sur ces territoires. Nicolas Rolin, fondateur des Hospices de Beaune, a été leur serviteur le plus remarquable. Mais si tout le monde connaît les Hospices de Beaune, personne ne s'intéresse à son fondateur. Nicolas Rolin, ce personnage considérable, a pourtant été chancelier de Philippe le Bon pendant 40 ans, de 1422 à 1462. Son œuvre et ses domaines d'intervention sont immenses. Je me suis concentré sur certaines étapes les plus marquantes de sa vie. Nous sommes en 1376. Depuis 1337, la guerre de Cent Ans fait rage entre la France et l'Angleterre. Charles V le Sage est alors roi de France, 1364-1380. La situation s'améliore pour les Français. Le pays se reconstruit. Charles V reconquiert son territoire avec l'appui de son connétable du Guesclin. Philippe le Hardi, frère de Charles V, est duc de Bourgogne depuis 1363. 1363-1404. Vous avez ici Philippe le Hardi, premier pair de France, mettant les éperons d'or à Charles V lors de son sacre en 1364. Coronation Book of Charles V, 1365, British Library. Le duché de Bourgogne est un fief, une concession. Philippe le Hardi pourra transmettre le duché à ses descendants, mais l'acte de concession prévoit le retour au domaine royal en cas d'extinction de la lignée ducale. De plus, Philippe le Hardi doit hommage au roi qui conserve la souveraineté sur le duché. La justice royale s'étend au duché de Bourgogne. C'est dans ce contexte qu'en 1376, Nicolas Rolin naît à Autun en Saône-et-Loire. Il est le fils cadet de Jean Rolin et d'Aimé Junio. Jean Rolin, son père, est un clerc laïque, un lettré instruit en droit. Le père de Nicolas se révélera excellent gestionnaire. Il acquiert des prés, des terres dans l'Autunois. Il achète surtout en 1378 la moitié de la seigneurie de Bazol pour 200 francs d'or. Ce fief comprend une tour située à Couches avec tous ses droits. Guillemette d'Arnay, grand-mère d'Aimé Junio,
possède quant à elle un patrimoine impressionnant du côté de Beaune. En 1381, elle confie l'administration de ses maisons et de ses vignes à ses petits-enfants en leur abandonnant tous les revenus. Malheureusement, ce bonheur fut de courte durée. En 1391, Jean Rolin décéda. Aimé, à peine âgé de 40 ans, se retrouvait seul avec ses enfants, Jean, Nicolas et Marie, tous trois dans leur adolescence. La jeune veuve doit gérer elle-même le patrimoine accumulé par le couple. Mais elle avait certainement été tenue au courant des placements de son mari. Elle est par-dessus tout préoccupée par l'avenir de ses fils. Les frères Rolin ont certainement suivi leur premier cours dans l'école de la ville basse d'Autun, dirigée par un recteur nommé par le grand chantre. Nous sommes dans le flou pour la suite. Les documents ultérieurs attestent qu'ils furent bacheliers en décret et licenciés en loi, mais on ignore dans quel collège. Vient le moment décisif, le choix de l'université. Nos deux jeunes ambitieux se tournent vers la science du droit. Vous avez ici une leçon de droit à l'université, lecture commentée par le maître, enluminure du XVe siècle, Bologne. La demande en juriste explose. Vers 1395, Jean et Nicolas Rolin optent pour Avignon en territoire pontifical. L'université accueille des étudiants venus de tous les pays. Les cours de la faculté de droit et de décret sont assurés par d'éminents professeurs originaires de France, d'Italie et d'Espagne. Les études n'empêchent pas les alliances matrimoniales. À l'automne 1398, Aimé se remarie avec Pérené Méré, bourgeois de Beaune et veuf de son état. Le couple aura un fils auquel sera donné le prénom de Jean. Nicolas et Jean Rolin épousent respectivement Marie et Jeannette Méré, filles dudit Pérené. Mariage sans lendemain. La peste ravage la Bourgogne. Aimé et ses deux belles-filles en furent sûrement victimes, car en février 1401, elles n'étaient plus de ce monde. Le 13 février 1401, Jean et Nicolas Rolin réglèrent le partage de la succession de leur mère avec leur beau-père. La fortune immobilière de Jean Rolin et d'Aimé fut réunie en une seule masse et divisée en 3 parties égales entre Jean et Nicolas Rolin et leur demi-frère Jean. Jean et Nicolas obtinrent de plus la moitié des biens mobiliers communs entre Aimé et Jean acquis avant septembre 1398. En 1401, à tout juste 25 ans, Nicolas Rolin dispose d'un patrimoine considérable. Cette même année, il obtient sa licence en loi. Appuyé par ses relations, il participe à la session du Parlement de Beaune, cour suprême du duché, siégeant par intermittence. Il s'y distingua comme conseiller du duc de Bourgogne Philippe le Hardi contre Guillaume de Mello, seigneur des Poisses. Entrée en carrière d'autant plus intéressante que Philippe le Hardi a fait du chemin depuis 1376. Le duché de Bourgogne n'est pas très riche, même s'il y a du bon vin. Coup de chance, Philippe le Hardi avait épousé en 1369 Marguerite de Malle, fille unique du comte de Flandre Louis de Malle. Ce dernier expira le 30 janvier 1384. Ses possessions passaient à sa fille Marguerite et à son gendre Philippe le Hardi. Vous avez ici une carte du duché de Bourgogne. Le duc de Bourgogne héritait des seigneuries de Malines et Salins et des comtés de Bourgogne, ici, Rethel, Nevers et de l'Artois. Il faisait surtout main basse
sur le comté de Flandre. Puissance industrielle et commerciale. Philippe le Hardi devint l'un des seigneurs les plus puissants et riches d'Europe. Du côté français, la situation s'était dégradée. Charles V décéda en 1380. Charles VI lui succéda, 1380-1422. Après un début de règne brillant, le roi fut victime de son premier coup de folie en 1392. Nicolas profitera donc de l'appui de la puissance montante. En 1403, il portait le titre de maître et se préparait à la profession d'avocat. Philippe le Hardi mourut le 27 avril 1404. Son fils Jean sans Peur, âgé de 33 ans, lui succéda, 1404-1419. Ce dernier s'empressa de rendre hommage à Charles VI pour son duché. Les frères Rollin poursuivaient leur formation dans l'entourage de Jean sans Peur à Paris. En 1406, ils prenaient la qualité de clerc et menaient leur stage au barreau. Ils faisaient certainement partie de ces avocats écoutants qui devaient assister régulièrement aux audiences. En 1407, Nicolas Rollin fit un grand pas dans la société parisienne. Il épousa Marie de Lande, fille de Berthaud de Lande, maître de la monnaie de Paris et garde des joyaux de Charles VI. Vous avez ici Charles VI, enluminure du maître de la Mazarine, extraite des dialogues de Pierre de Salmon, 1411-1413. Du 7 octobre 1407 à la veille de la Toussaint, notre jeune marié siégea comme conseiller au Parlement de Beaune et perçut pour ses vacations la somme de 42 écus. L'histoire s'accélère. Louis d'Orléans, frère de Charles VI, profita de la faiblesse du roi pour s'arroger une régence de fait. Mais Jean sans Peur ne l'entendait pas ainsi. Le 23 novembre 1407, à son instigation, le duc d'Orléans fut assassiné à la sortie de l'hôtel Barbette. Après avoir publiquement feint la douleur, le duc de Bourgogne osa même s'indigner. Il comprit cependant très vite qu'il serait démasqué et préféra avouer son forfait devant ses oncles, les ducs d'Anjou et de Berry. Jean sans Peur retourna la situation en faisant lancer sur Paris une campagne de dénigrement du duc d'Orléans. En mars 1408, le duc de Bourgogne entra dans Paris. Le coupable fut amnistié par le roi. Au mois d'août 1408, Marie de Lande mit au monde son premier fils, auquel fut donné le prénom de Jean. Jean sans Peur tint à être le parrain de l'enfant. Au mois d'août, Nicolas Rollin était déjà qualifié d'avocat au Parlement de Paris, la juridiction suprême siégeant au palais dans l'île de la Cité. Par lettre patente donnée à Lille le 23 octobre 1408, Nicolas fut nommé avocat du duc de Bourgogne. Il était chargé de plaider toutes les affaires que Jean sans Peur pourrait avoir à soutenir devant le Parlement et percevait à ce titre des gages annuels de 20 écus d'or. Il entrait de plus dans l'équipe juridique ducale de Paris, composée d'une douzaine d'hommes de loi. Nicolas est au cœur du pouvoir de la capitale, poste d'autant plus stratégique que le contrôle de Paris sera l'obsession de Jean sans Peur durant son règne. Vous avez ici Jean sans Peur, anonyme début 15e. Quand le duc de Bourgogne séjournait à Paris, il logeait dans son hôtel d'Artois, grande propriété protégée par une muraille. Résolu de parer à tout danger, Jean sans Peur y fit édifier en plein milieu
une forte tour quadrangulaire. Nicolas avait fort à faire. Son quotidien était un incessant va-et-vient entre le palais dans l'île de la Cité et l'hôtel d'Artois dans le quartier des Halles. Le 15 avril 1410, Charles d'Orléans, Armagnac, Berry, Clermont et Alençon se liguèrent à Gien contre le duc de Bourgogne et signèrent un traité. Pour renforcer le lien entre les conjurés, le mariage de Charles d'Orléans, fils de Louis d'Orléans, avec Bonne d'Armagnac, fille de Bernard VII et petite-fille du duc de Berry, fut décidé. La rupture eut lieu l'année suivante. En juillet 1411, Charles d'Orléans envoya une lettre de défi au duc de Bourgogne. En août, Jean sans peur relevait l'offense de Charles et fut autorisé par le roi à s'armer. La guerre civile entre Armagnac et Bourguignon allait déchirer le royaume pendant près de 25 ans. Le 3 avril 1413, Nicolas Rolin était à Dole pour l'ouverture de la session du Parlement du comté de Bourgogne. Il avait été nommé conseiller de Jean sans peur par lettre donnée à Paris le 18 mars. Le traitement alloué pour ces fonctions était de 3 francs par jour, 3 pièces d'or. À l'automne, Nicolas Rolin séjourna en Flandre. Avocat reconnu, il était sollicité par les grands personnages, les villes et les corps de métier. Lié par contrat, il recevait un salaire fixe et défendait toutes les causes. Le 8 novembre 1413, par exemple, la bourgade de Saint-Omer l'engagea. On le recherchait pour ses compétences, mais aussi pour sa brutalité. Cette histoire personnelle le montre. Les redevances d'une rente sur la terre de Chappet dans l'Autunois, provenant de l'héritage de son père, n'avaient pas été payées à terme. Le 30 avril 1414, il obtint l'ordre de saisie du Parlement de Paris et le fit exécuter les 27 et 28 juin. L'huissier se rendit d'abord chez une dame pour lui réclamer les 95 livres impayés. Elle répondit qu'elle était une pauvre veuve damoiselle et que nul bien meuble n'avoit. Elle demeurait avec un homme qui lui administrait sa vie. Depuis la mort de son mari, 25 ans auparavant, tous ses droits sur Chappet avaient été perçus par un écuyer. Le lendemain, l'huissier se transporta chez le dit écuyer et son épouse. Il prit en garantie tout ce qu'il trouva dans la chambre, des lits de plumes aux arches, sans oublier les coussins. Dans la cuisine, il saisit un buffet, un banc et tous les ustensiles jusqu'au mortier. Le jour même, il alla à Chappet chez une dame solidaire de la dette et saisit tout le mobilier jusqu'à sa robe de brunette fourrée de lapin. Le 18 juillet, tous les biens de ces petites gens qui n'avaient que le strict nécessaire pour vivre furent vendus aux enchères. La terre de Chappet fut ensuite mise à prix et cédée à un notaire autunois moyennant la somme de 100 livres. 2 ans après, Nicolas Rolin rachetait la dite terre. Impitoyable, il avait fait appliquer la loi à la lettre, laissant ses débiteurs sans peau ni feu. Il se comportera ainsi toute sa vie. Cette même année, le 15 novembre, son frère Jean décéda. Nicolas se porta héritier en janvier 1415. Le monde allait bientôt sombrer. Le 25 octobre 1415, l'armée française subit une des plus terribles défaites militaires de son histoire face à l'armée anglaise à Azincourt. Vous avez ici la bataille d'Azincourt, abrégée de la chronique d'Enguerrand de Monstrelet, milieu 15e. Jean sans peur n'avait pas combattu, mais il fut très marqué par la mort de ses 2 frères Antoine, duc de Brabant, et Philippe, comte de Nevers. Le duc de Bourgogne
entendait toutefois profiter de la situation. À partir d'août 1417, Henri V, roi d'Angleterre, progressait en Normandie. Jean sans peur leva une armée pour s'emparer de Paris aux mains des Armagnacs. En attendant, il établit sa capitale à Troyes. Là siégeait le conseil du duc, dont faisait partie Nicolas. Dans la nuit du 28 au 29 mai 1418, un groupe de Parisiens ouvrit les portes de la ville aux gens de guerre bourguignons. Le chancelier de France et le comte d'Armagnac furent massacrés. Charles VI repassait sous contrôle bourguignon. Toutefois, le dauphin Charles, futur Charles VII, leur échappait. Le prévôt de Paris et une poignée de ses partisans parvinrent à quitter la ville, entraînant avec eux le dauphin. Les Armagnacs se réfugièrent à Bourges. Début janvier 1419, Rouen capitula. Les Anglais remontaient la vallée de la Seine et menaçaient la capitale. Jean sans peur s'était installé à Provins en Champagne. Il gouvernait avec la reine Isabeau de Bavière, mais hésitait sur l'attitude à suivre. Début juin, il rencontra Henri V à Meulan, mais l'entrevue ne déboucha sur aucun accord. Fallait-il rechercher l'alliance anglaise ou se réconcilier avec le dauphin Charles? Le duc de Bourgogne soumit la question à son conseil. Nicolas Rolin défendait l'option anglaise. Paris finirait par se rendre comme Rouen. Les discordes avec le dauphin étaient trop importantes. Ce prince traitait avec les Anglais. Enfin, à supposer une paix avec le dauphin, il n'en faudrait pas moins négocier avec les Anglais, car on n'avait pas les forces nécessaires pour les combattre. Rolin se faisait l'interprète de Jean sans peur. Le président du Parlement de Paris soutint, lui, l'option inverse. Finalement, le 30 juin 1419, le duc décida de s'entendre avec le dauphin. La rencontre avec le dauphin Charles fut fixée au 10 septembre 1419 à Montereau, sur le pont de Lyon. Chacun des princes disposait d'une escorte de 10 chevaliers. L'entrevue dégénéra et Jean sans peur mourut assassiné. Tout laisse à penser que Charles était informé du guet-apens et avait laissé commettre le meurtre. La rupture était totale. Philippe le Bon devenait duc de Bourgogne, 1419-1467. Vous avez ici Philippe le Bon, copie vers 1529-1543, d'après un original de Rogier van der Weyden, réalisé vers 1445. Le 21 mai 1420, le traité de Troyes fut conclu. Il prévoyait le mariage d'Henri V, roi d'Angleterre, avec Catherine de France, fille de Charles VI. Charles VI devait conserver sa couronne sa vie durant. Mais après lui, la dignité royale de France devait passer au roi d'Angleterre Henri V et ses héritiers. En attendant la mort de Charles VI, Henri V aurait la régence, mais à ce titre, il se devrait de gouverner le royaume de France en s'entourant de conseillers français. Au sein du conseil de régence, Philippe le Bon devrait avoir la deuxième place après Henri V. Le 23 décembre 1420, à Paris, en présence de Philippe le Bon, Charles VI et Henri V, Nicolas Rolin demanda justice au roi pour la mort de Jean sans peur. Il réclame les condamnations civiles. Tous les coupables du dit homicide, contre lesquels et chacun d'eux le dit avocat conclut, afin qu'ils fussent mis en tombereau et menés par tous les carrefours, nu-tête, déplacés à autres par 3 jours de samedi ou de fête, et tenissent chacun un cierge ardent en leurs mains, en disant à haute voix qu'ils avouent aussi mauvaisement, faussement, damnablement et par envie le dit duc de Bourgogne, sans cause raisonnable quelconque, et de ce fait
fussent menés là où ils perpétrèrent le dit homicide, c'est à savoir à Montreux ou Foyonne, et la dissent et répétassent les dites paroles. Début 1422, Philippe le Bon vint à Paris et passa une dizaine de jours en son hôtel d'Artois. Le 13 janvier, il confirma Nicolas Rolin dans ses fonctions de conseiller et de maître des requêtes. Rolin suppléera officiellement le chancelier lors de ses absences. Le 28 février 1422, par lettre donnée à Dijon, Philippe le Bon institua une commission pour contrôler le fonctionnement de la justice et freiner au plus vite le désordre des finances. Cette commission avait été préparée par Rolin. Du 3 au 25 mars, Nicolas présida la session du Parlement de Dole pour le comté. Des règles de procédure furent établies. Les postulants à la profession d'avocat devaient être gradués en droit civil ou canon, avoir une expérience suffisante et prêter serment. Le 24 juillet 1422, le duc établit une chambre du conseil à Dijon, dont les attributions étaient à la fois politiques et judiciaires. Mais l'année 1422 sera celle des grands bouleversements politiques. Le 31 août 1422, Henri V décéda. Le 21 octobre, Charles VI s'éteignit à son tour. Le 30 octobre, le dauphin Charles se proclama roi de France. Il sera le roi Charles VII, 1422-1461. Vous avez ici Charles VII, Jean Fouquet, vers 1445-1450, musée du Louvre. Le 11 novembre, Jean, duc de Bedford, prend la régence de France au nom du roi de France et d'Angleterre Henri VI, âgé de 6 mois, fils d'Henri V. Du côté de la Bourgogne, Jean de Thoisy, évêque de Tournai, chancelier depuis 3 ans, démissionna de son poste à la fin du mois de novembre. Par lettre patente donnée à Lille le 3 décembre 1422, Nicolas Rolin fut nommé chancelier de Bourgogne. À l'origine, le titulaire de cette fonction apposait le grand sceau sur les lettres patentes ou closes et sur les décisions prises par le duc en son conseil. Désormais, il avait la haute main sur la justice et présidait tous les conseils de l'État bourguignon. Il recevait le serment des officiers et des conseillers ducaux. En matière de finances, il observait la gestion de la Chambre des comptes. Il convoquait les États généraux formés du clergé, de la noblesse et des villes pour leur demander de voter les subsides indispensables au budget. À la tête du conseil de guerre, il levait les troupes. Il avait également la main sur les affaires extérieures. Un premier ministre de fait. Nicolas Rolin ajouta au prestige de cette fonction un prestige symbolique. Le 3 mars 1423, il fit l'acquisition de la seigneurie d'Autun, située aux confins des deux Bourgognes. Les parties tombèrent d'accord sur la somme de 5 600 florins d'or, pour le château, le bourg, les hameaux d'Autun, tous les droits en hommes, corvées, terres, bois, étangs, et la basse, moyenne et même haute justice, crime de sang. Le château comprenait 2 corps de logis à 2 étages. À l'autre extrémité, un corps de logis s'élevait sur 3 étages avec une haute tour octogonale. Flanqué de 4 tours rondes, le château était entouré d'un large fossé à moitié rempli d'eau. Un pont-levis donnait accès à la cour intérieure. L'acte de vente le qualifia pour la première fois noble homme maître Nicolas Rolin, en vertu du droit de noblesse attaché à la seigneurie. Tenant à son rang, Nicolas Rolin ajouta désormais à son nom celui de seigneur d'Autun.
un statut accepté par tous. Pour être noble, il suffisait de vivre noblement, posséder des terres et un château, ne pas travailler de ses mains et ne pas s'adonner au petit commerce. Les gens de loi, les financiers, les grands négociants pouvaient être seigneurs. Cet ancrage dans la noblesse sera renforcé par son dernier mariage. Le 20 décembre 1423, le chancelier épousa Guigonne de Salins, âgée de 20 ans. Un mariage prestigieux. Guigonne descendait par son père d'une des plus illustres familles patriciennes lombardes, les Assinari. Les Lombards, ces professionnels de la finance, étaient très recherchés. Son aïeul, Dimanche Azinier, non francisé, avait été nommé trésorier des salines de Salins-les-Bains par Mao d'Artois à la fin du XIIIe siècle. Vous avez ici Salins-les-Bains, la galerie du XIIIe siècle, 165 mètres de long. Le financier avait fondé la maison dite de Salins-la-Tour. Salins-les-Bains, la cité du sel, était le joyau du comté de Bourgogne. Elle avait quasiment le monopole de la production pour les deux Bourgognes. Les salines, qui généraient des revenus colossaux, étaient aux mains de multiples copropriétaires, établissements religieux ou particuliers, auxquels les souverains avaient concédé des rentes en sel ou en argent. Étienne de Salins, le père de Guigonne, était seigneur de Poupée. Ce nom désigne le mont dominant au nord la ville de Salins. Près du mont se dressait l'un des châteaux forts protégeant les salines avec son bourg. Étienne de Salins avait été chambellan de Jean sans Peur et possédait des parts dans les salines, un entre guillemets actionnaire. Cette illustre famille d'ancienne noblesse accueillait en son sein un seigneur on ne peut plus récent, un parvenu dirait-on plus tard. Sauf qu'en 1423, les vieux lignages n'affichaient aucun mépris. La noblesse n'a peut-être jamais été aussi ouverte qu'en cette fin de Moyen-Âge. Mais la grande préoccupation des premières années du chancelier sera la réconciliation avec Charles VII. Une épopée allait tout changer. Alors que la situation semblait désespérée pour les Français, Jeanne d'Arc accomplissait sa mission et délivrait Orléans le 8 mai 1429. Vous avez ici Jeanne d'Arc, seule représentation imaginaire d'époque. Registre de Clément de Fauquemberg, greffier au Parlement de Paris, 10 mai 1429. Dans la foulée, Charles VII fut sacré à Reims, en plein territoire bourguignon, le 17 juillet 1429. Personne ne s'était opposé à lui. Plus grave pour Philippe le Bon, certaines villes ralliées à Jean sans Peur en 1417, comme Troyes, Beauvais et Compiègne, s'étaient ouvertes aux Français. C'est lors du siège de Compiègne par les Bourguignons que Jeanne d'Arc sera capturée le 23 mai 1430. La mort de Jeanne sur le bûcher à Rouen le 30 mai 1431 ne changea rien. Le début timide d'élan ou de sentiment national était en marche. Le 13 novembre 1432, Anne de Bourgogne, la sœur de Philippe le Bon, mariée à Bedford depuis 1423, décéda. Le duc de Bourgogne perdait le dernier lien qui le rattachait aux Anglais. Au début de l'année 1435, on convint que la conférence pour établir la paix entre Français, Anglais et Bourguignons se tiendrait à Arras à partir de juillet. Avant le début des rencontres, Charles VII fit un geste. Philippe le Bon avait récompensé ses plus proches familiers en leur offrant des terres confisquées à des familles bourguignonnes passées dans le camp anglais.
Nicolas Rolin avait par exemple obtenu des seigneuries rapportant 2000 livres tournois de rentes annuelles. Pour se concilier les bonnes grâces du chancelier et des plus importants personnages de Bourgogne, Charles VII ratifia les confiscations faites par le duc. Ces lettres, écrites à Amboise le 6 juillet 1435, furent confiées à ses procureurs qui les remirent confidentiellement à Rolin. Le chancelier de Bourgogne sera le maître d'œuvre de la conférence. Vous avez ici Nicolas Rolin au moment du traité d'Arras, la vierge du chancelier Rolin, Jan van Eyck, vers 1435. Le chancelier franchit les portes d'Arras le vendredi 15 juillet. Le pape Eugène IV était représenté par son légat Nicolas Albergati. Les plénipotentiaires anglais, à savoir 200 seigneurs dont l'archevêque d'York, arrivèrent sur place le lundi 25 juillet. Le duc de Bourgogne fit son entrée le 29 juillet. Le 31 juillet au soir, Philippe le Bon sortit de la ville en grand apparat pour aller au-devant des envoyés français. L'ambassade de Charles VII comprenait entre autres le duc de Bourbon, le connétable de Richemont, le chef de l'armée royale, et le chancelier de France. Tous les protagonistes étaient arrivés. Le vendredi 12 août, on entra dans le vif du sujet. Les Français déclarèrent qu'ils souhaitaient négocier une paix définitive. Ils demandèrent au roi Henri de renoncer au titre, à la couronne et aux armes de France et de restituer toutes les villes ou forteresses occupées dans le royaume. En échange, Charles VII ferait abandon de tout ce que le roi d'Angleterre tenait en Guyenne, tout ce que lui-même possédait dans les sénéchaussées de Bordeaux, des Landes et du Bazadais, de la ville de Cahors au pays de Quercy et au comté de Périgord, sous réserve de lui en faire foi et hommage. Les Anglais reformulèrent leurs offres le lundi 15 août. Le roi Henri VI garderait la couronne de France et laisserait en revanche à Charles VII tout le pays au sud de la Loire, à l'exception de la Guyenne, de la Gascogne et du comté de Poitou. Le lendemain, apprenant ce projet, les délégués français se levèrent de leur siège en riant. Une conciliation entre Français et Anglais était impossible. Le 3 septembre, Philippe le Bon convoqua le Grand Conseil. Le traité de Troyes pesait sur sa conscience. En 1420, le duc de Bourgogne avait juré sur les saints évangiles de n'avoir ni de souffrir pour souverain seigneur roi de France aucun autre que le roi Henri et ses héritiers. Nicolas Rolin discourut durant des heures pour convaincre son maître qu'il pouvait et devait faire une paix particulière avec Charles VII, au cas où la paix générale ne pourrait advenir. En faisant paix, mondit seigneur et les siens se abstiendront et seront déchargiés des très horribles maux et péchés inhumains qui en temps de guerre ont été commis et perpétrés, laquelle abstinence de péché est la souveraine pénitence qu'eux ont pu faire en ce monde. Il réunira et délivrera de danger et de guerre sa noble maison, le royaume de France. Que de tous les biens des susdits, mondit seigneur sera la vraie cause, et lui en sera attribué l'honneur, principalement, dont il sera toujours, mais nommé père de paix, père du pays, patron de la chose publique du très noble royaume de France, pasteur du peuple, père des orphelins et vrai confort des désolés. Le 6 septembre 1435, les négociateurs anglais quittèrent Arras pour marquer leur refus de céder sur la couronne royale. Vous avez ici la conférence d'Arras entre les conseillers de Charles VII et Philippe le Bon. Les Anglais, à droite, Croix-Rouge, rompent les négociations et quittent la ville. Martial d'Auvergne
les vigiles de la mort de Charles VII vers 1484. Partout, on disait déjà que la paix était faite. Sur ces entrefaites, arriva la nouvelle de la mort du duc de Bedford. Le mardi 20 septembre, une assemblée clôtura le congrès. La délégation française apporta les offres du roi, copie conforme de celles exigées par le duc. La signature du traité d'Arras réconcilia enfin les maisons de France et de Bourgogne. Un certain nombre de clauses prévoyaient une réparation matérielle et morale du meurtre de Jean sans Peur à Montreux. Le roi Charles VII devait officiellement désapprouver l'attentat en déclarant au duc de Bourgogne que la mort de feu Monseigneur le duc Jean, son père, que Dieu absolve, fut uniquement et mauvaisement faite par ceux qui perpétrèrent le dit cas et par mauvais conseil, et qu'il lui en a toujours déplu et lui déplaît encore. Le roi abandonnait ceux qui avaient assassiné Jean sans Peur, s'engageant à les punir ou les faire bannir en confisquant leurs biens. Charles VII devait fonder une chapellenie en l'église collégiale de Montreux, où à perpétuité serait célébrée une messe quotidienne de requiem pour l'âme du duc assassiné. En compensation de la perte des joyaux et autres biens saisis par les Armagnacs après la mort du duc, le roi s'engageait à payer 50 000 écus d'or. De même, il devait indemniser tous ceux qui avaient accompagné le duc à Montreux et lors de l'attentat avaient été capturés, rançonnés et dépouillés de leurs biens. La guerre civile était officiellement terminée. L'une des clauses portait abolition générale, amnistie, de tout cas advenu et de toute chose passée, dite et faite à l'occasion des divisions du royaume, sauf à l'égard des meurtriers de Jean sans Peur. Le traité comportait aussi des clauses territoriales prévoyant la cession au duc des comtés de Mâcon, Auxerre, de la seigneurie des Bar-sur-Seine, des châtellenies de Roye, Péronne, Montdidier et du comté de Bourgogne. En outre, le chancelier, le roi engageait au duc les villes de la Somme, Saint-Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville, avec tout le comté de Ponthieu, Doullens, Saint-Riquier, Crèvecoeur, Arleux, Mortagne, conservant cependant une faculté de rachat moyennant versement de la somme de 400 000 écus, somme que Charles VII ne pourrait jamais réunir. Le traité d'Arras prévoyait un aménagement particulier des relations personnelles entre Philippe le Bon et le roi de France. Sa vie durant, le duc sera exempté de faire foi, hommage et service pour les terres et seigneuries qu'il tenait à présent au royaume de France, pour celles qu'il devait avoir par le traité et pour celles qui pourraient lui échoir par héritage. Philippe le Bon serait de nouveau tenu par ses obligations à la mort du roi, et ses héritiers le seraient si le duc mourait avant Charles VII. Dans le domaine de la guerre, Charles VII acceptait que, tant que durerait l'exemption personnelle dont bénéficiait Philippe le Bon, ses fidèles et vassaux qui tenaient des seigneuries dans le royaume ne fussent pas tenus de s'armer au mandement du roi. En revanche, Charles VII s'engageait à porter secours au duc de Bourgogne s'il était attaqué par les Anglais. Enfin, sur le plan de la diplomatie, le roi acceptait de ne conclure aucun accord ni faire aucune paix avec les Anglais sans le consentement de Philippe le Bon. C'est cher, mais la paix était à ce prix. Le lendemain 21 septembre, la paix fut proclamée dans l'église abbatiale de Saint-Va au cours d'une grande cérémonie. Nicolas Rolin est au fait de sa puissance. C'est un ministre écouté, richissime. Mais la très pieuse Guigonne se souciait de l'âme de son mari et l'incitait
à faire des œuvres charitables. Le chancelier adressa une supplique au pape, énonçant son intention d'ériger dans la ville d'Autun ou la localité de Beaune un hôpital pour accueillir les pauvres et les infirmes, leur assurer un gîte, de la nourriture et des soins. Eugène IV répondit par une bulle de consentement en septembre 1441. Il accorda à Nicolas la faculté de fonder cet hôpital dans l'une des deux villes. Il exempta l'établissement de la juridiction de l'évêque d'Autun, de celle des chapitres des églises d'Autun et de Beaune. Le chancelier avait franchi la première étape, celle de l'autorisation pontificale. Le choix se porta finalement sur Beaune, ville ruinée par la guerre. Les mendiants y gisaient sur le pavé, faute de refuge. Les achats de terrain commencèrent en janvier 1442. Guigone, de son côté, avait écrit à Eugène IV pour obtenir un droit de visite dans les couvents de femmes dont elle souhaitait observer de près les règlements. En mars 1442, le pape accéda à sa requête et lui témoigna son estime dans une bulle. Il lui donna l'autorisation d'être reçu avec 3 ou 4 femmes dans tous les monastères de religieuses, même cloîtrées. Il dispensa d'eux-mêmes les sœurs du silence en sa compagnie. L'acte de fondation de l'Hôtel-Dieu de Beaune fut dicté par Nicolas Rolin le 4 août 1443. Cet acte décrit les lieux qui seront occupés. La disposition des lits, le rôle du personnel soignant et l'administration de l'hôpital sont évoqués. La première pierre fut posée sous l'auvent provisoire. Le revenu annuel et perpétuel de l'établissement s'élèvera à 1000 livres tournois, 3 kilos d'or. Comme chacun le sait, ce revenu proviendra de rente sur la grande sonnerie de Salins-les-Bains. L'Hôtel-Dieu est une fondation pieuse. L'aumône y tient une place aussi importante que les soins. Dès le lendemain, sans que l'hôpital soit érigé, une distribution de pain blanc sera assurée pour les pauvres. Cette aumône, distribuée chaque jour, coûtera un peu plus de 100 francs chaque année à l'établissement, 300 grammes d'or. La construction prit un peu plus de temps que prévu. L'inauguration eut lieu le 31 décembre 1451. L'hôpital de Beaune est de style gothique flamboyant. La façade impressionne par sa longueur. Elle est couverte par un vaisseau d'ardoise de 16 mètres de pente. Des matériaux importés, donc chers. Le portail est orné des armes des fondateurs. Sur son tympan sont inscrits les mots Hôtel-Dieu et la date 1443. Les personnalités présentes s'y engouffrent. Elles pénètrent dans la célèbre cour d'honneur que vous avez ici. Cette cour d'honneur les éblouit. Les personnalités peuvent dorénavant contempler l'aile ouest. Reliant les 2 tours d'escalier, la galerie distribue les chambres à l'étage, tandis que le portique du rez-de-chaussée dessert les espaces de service. Les lucarnes permettent d'améliorer l'éclairage naturel des pièces, assombries par la galerie. La toiture est décorée d'éléments en plomb. Les girouettes étaient peintes aux armes du fondateur, d'azur à 3 clés d'or en pâle. Par contre, la célèbre couverture en tuiles polychromes au dessin complexe ne remonte pas aux origines. Elle a été réalisée entre 1902 et 1907. L'architecte qui a créé ces motifs s'est inspiré de réalisations dijonnaises du XVIIe siècle. Entrons maintenant dans les bâtiments, en commençant par la salle des pauvres, le cœur de l'hôpital. Mesurant 50 mètres de long sur 14 mètres de large, la salle occupe plus des 2 tiers
du bâtiment sur rue. Elle est couverte en chêne. La clarté du jour est diffusée par 8 baies. Suspendu à une poutre, un chandelier à 6 branches est utilisé pour la nuit. Nicolas Rolin a limité le nombre de lits à 30, bien que la salle aurait pu en accueillir plus. 15 lits sont disposés de chaque côté, chacun pouvant accueillir 2 malades, tant des hommes que des femmes. Les lits comprennent une couverture rouge et un édredon pour l'hiver. Des rideaux garantissent l'intimité aux patients, notamment lors des examens conduits par le praticien. Chaque malade disposait d'une chaise, d'une table de nuit et d'une vaisselle luxueuse en étain, écuelles et gobelets. À l'entrée de la salle, une armoire à 6 compartiments et 2 arches en noyer fermant à clé contiennent le linge, draps, taie et chemise, robes, couvre-chef. 2 grands coffres renferment les ustensiles pour les soins. La salle n'étant pas chauffée, on met à la disposition des malades 30 bouteilles d'étain pour chauffer les pieds. Accrochée au mur, une cloche sert à sonner les heures des repas. Une grande table couverte d'une nappe attend les pensionnaires. Le premier malade fut accueilli le lendemain, 1er janvier 1452. La charte de fondation de l'établissement précisait « Je veux et entends être reçu, savoir ceux qui seront malades et débiles, traités et alimentés et gouvernés aux dépens dudit hôpital, jusqu'à ce qu'ils soient retournés en convalescence, et alors être mis en leur place d'autres malades. » L'Hôtel-Dieu n'accueillait pas tous les malades. Les incurables comme les lépreux partaient dans les léproseries. Les contagieux comme les pestiférés n'étaient pas non plus admis. La chapelle fait corps avec la salle des pauvres, dont elle est isolée par une mince cloison. Au centre s'ouvre une porte à 2 battants, au-dessus de laquelle sont sculptées les statues de Saint Jean-Baptiste, du Christ en croix et de la Vierge. Les malades peuvent donc assister de leur lit à l'office divin. La chapelle abrite surtout le retable du jugement dernier, partie postérieure décorée d'un autel, commandé par Rolin à Rogier van der Weyden. Ce chef-d'œuvre de la peinture flamande se compose de 15 panneaux, dont 9 pour la partie intérieure. En haut du panneau central, le Christ préside le tribunal au milieu de 4 anges portant la croix et les instruments de la Passion. Il désigne les élus de la main droite et abaisse la main gauche pour écarter les damnés. Au-dessous de lui, l'archange Saint-Michel est debout parmi les morts, qui ressuscite à l'appel des trompettes sonnées par 4 anges, annonciateurs du jugement dernier. Il pèse les âmes dans une balance, les vertus d'un côté et les fautes de l'autre. Les assesseurs du souverain juge sont divisés en 2 groupes. À gauche, la Vierge implore la clémence de son Fils. À sa suite siègent Saint Jean, Saint Pierre et 4 apôtres. À l'arrière-plan apparaissent 4 personnages, généralement identifiés avec le pape Eugène IV, le duc de Bourgogne Philippe le Bon, le chancelier Rolin et son fils Jean, évêque d'Autun. À droite, Saint Jean-Baptiste crie miséricorde, assisté de Saint Paul et 4 apôtres. Au dernier rang, 3 femmes demandent grâce. Leurs visages passent pour être ceux de la duchesse Isabelle, de Guigonne de Salins et de Philippote Rolin. Au bas de la scène à gauche, les bienheureux gagnent le paradis, la Jérusalem céleste. À droite, les réprouvés sont emmenés en enfer. Déployé les jours de fête, le retable est fermé au quotidien et comprend dès lors les 6 volets, avec à gauche Nicolas Rolin en prière devant Saint Sébastien, protecteur de la famille Rolin. À droite,
Guigone de Salins se confie à son protecteur saint Antoine. Au-dessus des saints est figurée la scène de l'Annonciation, où l'ange Gabriel rend visite à la Vierge. Faisons maintenant le tour du reste de l'hospice. La disposition de ces pièces a bien changé depuis les origines. L'angle des ailes sud et ouest abritait l'infirmerie qui recevait les grands malades ayant besoin de soins intensifs. Elle comprenait 12 lits et une grande cheminée. Mitoyenne, la chambre du four renfermait 2 grands fours pour cuire le pain. Entrons dans la cuisine où la cheminée comportait 2 foyers, dont l'un était muni d'une crémaillère à 3 branches. Entre patients et gardes-malades, cela représentait plus de 100 personnes à nourrir. La buanderie était équipée d'une chaudière pour lessiver le linge de l'hospice. En fin de bâtiment se trouvait l'apothicaire et ses annexes. Les sirops dans leurs pots en métal côtoient les remèdes dans leurs boîtes d'étain et les boîtes de plomb pour la thériaque. Préparation formée de poudre mélangée à du sirop, du miel et des pulpes végétales employées contre les morsures de serpents. On accède à l'étage en empruntant l'escalier à vis de la tour carrée. L'aile abrite notamment la chambre de Madame la chancelière. Un peu plus loin, l'ouvroir des sœurs abritait l'atelier aménagé pour le tissage, la couverture et les autres travaux manuels. L'infirmerie des sœurs est située au-dessus de la cuisine. Redescendons pour suivre le repas de ces sœurs. Leur réfectoire s'ouvre face à l'entrée de la grande salle des pauvres. Elles dorment au premier étage dans des couches très simples. Nicolas et Guigone avaient mandé de l'hôpital de Valenciennes 6 religieuses qui fussent en leur état les mieux renommées. Vous avez ici des bonnes sœurs dans un hôtel-dieu de Paris en 1482. Les sœurs apportèrent la règle de leur communauté qui avait été édictée par le cardinal de Sainte-Croix. Les observances étaient pratiquement les mêmes que dans les ordres cloîtrés. Le règlement marquait le réveil à minuit pour la récitation du Saint-Office, ordonnait de tenir des chapitres où les pénitences imposées étaient parfois très dures, et poussait l'obéissance à l'extrême. Sous les ordres de sœur Alardine Gasquière, les hospitalières de Beaune furent ainsi soumises à une discipline inflexible. L'activité de l'Hôtel-Dieu de Beaune se développa rapidement. En 1454, Philippe le Bon visita l'établissement. Impressionné, il désira le nantir de privilèges pour faciliter sa gestion. Le 29 janvier 1455, il signa à cet effet 5 lettres patentes. Il donna l'usage perpétuel du bois nécessaire pour le chauffage dans 2 de ses forêts. Le duc allégea aussi les charges de l'Hôtel-Dieu en exemptant perpétuellement de l'impôt des 12 deniers par livre toutes les denrées que le maître achèterait ou ferait acheter pour l'approvisionnement et tout ce qu'il vendrait ou ferait vendre. Vin ou autre venu est issu des héritages dudit hospital et des siens propres. Pour augmenter le patrimoine de l'Hôtel-Dieu, il l'autorisa à hériter de tous les biens laissés sur place par ceux qui y finiraient leur jour, quel que fût leur statut social, sans que quiconque pût les réclamer, et de tous les biens meubles et héritages qu'ils donneraient de leur vivant ou par testament, même s'ils étaient des bâtards. Le chancelier profita de la bienveillance du prince pour le prier de déclarer le moulin de la tour scie à Beaune franc à l'eau, sans seigneur. Un seigneur venait de céder gracieusement ce fief à l'Hôtel-Dieu afin de participer à sa fondation. Il comprenait
les moulins situés en la ville et dans les murs d'Issel, le cours de la rivière de la Bouzaise sur laquelle ils étaient bâtis, et le privilège de vendre vin 3 jours et demi chaque année aux environs de la Toussaint. Ce bon vin de novembre fut à l'origine de l'actuelle vente des vins des hospices. Ce privilège sera renforcé par les différents legs de vignobles à l'établissement au fil du temps, le premier remontant à 1457. Toutefois, les plaintes relatives aux abus commis par la maîtresse Alardine Gasquière se multipliaient. Depuis l'ouverture de l'établissement, le chancelier avait constaté que le service des pauvres et des malades était peu compatible avec une discipline monastique trop rigoureuse. L'enquête apporta des preuves irréfutables et sœur Gasquière fut démise de ses fonctions. Le 31 août 1459, les fondateurs convoquèrent à l'hôpital 9 personnalités beaunoises pour leur faire connaître l'acte de réformation. Nicolas Rolin ordonna qu'à l'avenir, son hôpital fût régi selon sa volonté, puis il édicta les 28 articles composant le nouveau règlement. En premier lieu, le fondateur et ses héritiers conservent le droit de nommer et de destituer le recteur, la maîtresse, le confesseur et les chapelains. Les sœurs sont choisies parmi des jeunes filles de 18 à 30 ans et, à défaut, chez des femmes séculières non mariées sans enfants. Elles sont engagées par la maîtresse après avis et consentement du recteur et du confesseur, puis suivent un apprentissage de 6 mois en habit séculier, à moins d'être jugées aptes plus tôt. Chacune d'entre elles peut quitter l'hôpital pour entrer en religion, se marier ou retourner dans sa famille, à condition d'avoir la permission du fondateur ou de ses officiers, et de remettre un rapport sur ses prestations à la maîtresse. Les sœurs prennent ensemble le dîner et le souper sans lecture. Elles se reposent la nuit au dortoir, à l'exception de 2 veilleuses qui se relaient au service des malades. Elles doivent être doucement et bénignement traitées par la maîtresse, déclarent leurs fautes au confesseur seulement et non en public, s'infligent parfois des punitions sur l'avis du père et de la maîtresse et non autrement. Pour des motifs légitimes, elles peuvent être renvoyées par le fondateur. Elles doivent se confesser chaque quinzaine, communier à certaines fêtes et jeûner certains jours. Le pape Pie II approuva cette constitution. Cette règle suscita des vocations pendant plus de 4 siècles. Nicolas Rolin s'éteignit peu après, le 18 janvier 1462, dans la maison de son enfance à Autun. Ainsi s'achevait un ministériat de 40 années. Guigone se retrouva seul. Vous avez ici Guigone de Salins, polyptyque du jugement dernier. Après une longue procédure qu'il avait opposée à l'administration de l'hôpital, très influencé par son fils le cardinal, le Parlement de Paris donna gain de cause à la fondatrice. Le 21 juillet 1469, l'avocat de Guigone put confirmer le droit plein et entier de sa cliente d'administrer l'hôpital. Le même jour, la chancelière revêtit la robe grise des sœurs pour finir ses jours à l'Hôtel-Dieu. Elle s'éteignit la veille de Noël 1470. Elle fut inhumée au pied du maître-autel de la chapelle de l'hôpital. À la Révolution, ses ossements furent profanés avant de revenir dans la chapelle. L'œuvre survécut à ses fondateurs. L'Hôtel-Dieu accueillit des malades jusqu'en 1971, date à laquelle leur transfert s'effectua vers le nouvel hôpital édifié au nord-ouest de la ville.
les salles Saint-Hugues et Saint-Nicolas restent affectées aux personnes âgées jusqu'en 1984. Peu à peu, l'Hôtel-Dieu devint un musée. Les premières visites, suite au départ des malades, étaient guidées. La possibilité de découvrir l'intérieur de l'Hôtel-Dieu est donc un privilège récent. Les Français le connaissaient pourtant grâce aux scènes de la Grande Vadrouille, 1966, montrant les aviateurs anglais soignés dans la salle des pauvres. Depuis 1988, les 400 000 visiteurs annuels peuvent déambuler librement dans les salles. Reste le dernier mystère, le corps de Nicolas Rolin. On savait que le chancelier avait été enterré dans l'église Notre-Dame du Châtel à Autun. L'édifice a disparu à la Révolution. En décembre 2020, des fouilles ont été menées place Saint-Louis à Autun. Vous avez ici le tombeau de Nicolas Rolin. La localisation de l'église Notre-Dame du Châtel, qui était incertaine jusque-là, ne l'est plus. Une tombe a été retrouvée avec des restes humains et des éperons. Le défunt le plus ancien remonte entre 1400 et 1450. La localisation du tombeau de Nicolas Rolin est maintenant certaine, mais l'identification de son corps n'est pas définitive. Nous sommes frappés par la simplicité du caveau. Le chancelier, ce grand personnage, a voulu rester dans l'histoire par ses réalisations et non par la magnificence de sa sépulture. On se souviendra de lui pour les hospices de Beaune et non pour sa dernière demeure.